C'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est en patouillant qu'on devient papillon. Non, c'est en lisant qu'on devient liseron. Et nous liserons jeunesse, c'est maintenant sur Radio Laser. Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. C'est Sophie au micro de Radio Laser pour une nouvelle émission de Et nous liserons jeunesse. Comme toujours, je suis accompagnée de Audrey. Bonjour Audrey. Bonjour Sophie. Chaque mois, on vous parle de littérature jeunesse et pour commencer, je vous propose un petit tour des actualités de la médiathèque de Guichen. Alors en ce moment, nous avons un espace pour les tout petits qui s'appelle un monde de jeux. Il est prêté par la médiathèque départementale et il propose à vos tout petits et à vous en tant que parents un temps d'exploration partagé autour des différentes façons de jouer. Éveil sensoriel, lecture, construction, motricité, jeux de société, etc. Il y en a pour tout le monde. Donc c'est un espace qui est accessible sur les temps d'ouverture au public de la médiathèque de Guichen. Et si vous avez envie d'une séance un peu plus guidée dans cet espace, il y a les séances de bébés lecteurs qui s'y dérouleront le samedi 24 juin à 16h, le samedi 4 juillet à 10h30 et le mercredi 8 juillet à 10h30. Et donc tout ça, c'est pour les 0-3 ans. C'est bientôt l'été et les livres vont pouvoir prendre l'air. Déborah vous propose un temps de découverte des livres et un temps de lecture sur la terrasse le mercredi 1er juillet à partir de 10h30. Donc n'hésitez pas à les retrouver au cours de la matinée. Et pour fêter les vacances, on vous retrouve pour la désormais traditionnelle soirée pyjama. Ce sera le vendredi 3 juillet à 21h et on vous emmènera loin, très loin dans les étoiles. Pour le détail du programme, je vous invite à regarder la page Facebook de la médiathèque ou la page dédiée sur le site de la mairie de Guichen. Et puis la transition était toute faite puisque c'est le moment de retrouver Audrey pour sa sélection mensuelle. Sélection inspirée par l'actualité d'il y a quelques semaines maintenant. Et donc tu vas nous parler d'astronomie du coup. Oui Sophie, on avait envie, là, au seuil de la belle saison, de vous envoyer voyager parmi les étoiles. C'est une belle sélection sur toutes ces thématiques afférentes à l'espace. Je démarre, Sophie, avec un petit ouvrage que j'ai beaucoup aimé, un titre tiré d'une série documentaire proposée par les éditions Sans Dessus Dessous. Ça s'appelle « À l'école des astronautes ». C'est raconté par Sophie Dussossois et Arthur Junier. Ça fait partie, d'une série. Vous pouvez retrouver aussi la ronde des planètes, les navettes et fusées, la Lune, ses cratères et ses mystères. Tout ça dans une collection qui est proposée par cette maison d'édition. À côté d'autres thématiques d'ailleurs, comme l'écologie, l'Égypte ancienne. Je ne connaissais pas du tout en fait... Je connaissais pas cette collection non plus. Cette collection, mais elle est vraiment bien faite avec la relecture scientifique. Je vais vous en parler évidemment aujourd'hui, puisque sur des thèmes aussi techniques et rigoureux, il faut évidemment une relecture précise des textes. Ici, c'est Christophe Chavardon, je cite, directeur des sciences, éducation, sciences et culture à la Cité de l'Espace de Toulouse. L'école des astronautes. Alors d'abord, je vais commencer par un petit quiz rapide. Je ne sais pas si tu t'es entraînée, Sophie, sur les termes précis qu'il nous faut employer aujourd'hui. Sais-tu la différence entre les astronautes, les cosmonautes et autres mots en ça vient du pays d'où ils partent, c'est pas ça? C'est ça. Ouais. C'est ça. En fait, tous ces termes-là désignent... Je sais plus qui correspond à quoi, mais je sais on va voir. On va voir si tu as des connaissances là-dessus. Évidemment, là, ça désigne tous les membres de l'équipage d'un véhicule spatial. On est bien d'accord là-dessus. Et en fonction de leur nationalité, vont avoir un nom différent. Ça vient un peu du contexte de guerre froide où on était... ils étaient tous un peu au taquet sur la conquête de l'espace. Et donc, pour différencier et puis pour mettre un peu en valeur leurs héros nationaux, on donnait des noms un peu différents. Donc là, les astronautes, ce sont les Américains. On parle de cosmonautes pour les Russes, de spationautes en Chine, du coup. Pour les Français. Pour les Français, c'est ça. Okay. Les taïkonautes pour les Chinois. Taïkonautes, ah oui, du coup. Et on a même les astronautes indiens qui s'appellent viomanautes. Et voilà, j'ai découvert ce terme. Donc effectivement, en fonction de chaque pays, on a un terme différent, sachant que astronaute, c'est le terme générique quand même pour parler... C'est celui qui est choisi officiellement pour parler globalement de ces héros de l'espace, puisqu'il s'agit bien de parcours totalement extraordinaires. On va suivre aujourd'hui Marina. Au début de l'album,
Nous sommes le 2 septembre 2028 et Marina est astronaute et commence sa journée à bord de la Station spatiale internationale et elle s'apprête à faire ce qu'on appelle une sortie extravéhiculaire puisqu'un micro-débris est venu endommager le bras robotique de la Station spatiale internationale. Évidemment, à chaque fois qu'il y a un incident de ce type-là, il faut réagir extrêmement rapidement parce qu'il peut avoir des conséquences très dommageables évidemment pour les habitants de la Station spatiale. Donc, pour en arriver là, il a fallu un parcours d'entraînement très intensif. Donc, on va revenir 25 ans en arrière. On va faire la rencontre de cette petite Marina, de la petite fille, qui est déjà très curieuse, déjà aventurière, qui apprend très vite le piano, qui obtient très facilement son bac scientifique, qui à 22 ans apprend à piloter un hélicoptère, qui pratique l'aviron, etc., jusqu'à décrocher un doctorat universitaire et tenter sa chance lors d'une campagne de recrutement de l'Agence spatiale européenne. On va tout vous expliquer ici, c'est ce que j'ai beaucoup aimé dans ce petit album documentaire, c'est-à-dire qu'on va vraiment rentrer dans le détail des conditions, notamment de recrutement à l'Agence spatiale européenne, des conditions très strictes d'âge, de taille, de diplôme. Ce sont des gens qui ont à la fois une excellente forme physique et de très grandes performances intellectuelles, linguistiques, des gens qui parlent toutes les langues. Donc on va voir toute la série de tests qu'elle va devoir passer et puis elle va réussir des tests psychologiques aussi, évidemment. Elle va réussir son admission et donc une nouvelle vie va commencer pour elle. Et donc là, on la suit dans ce parcours de formation, dans cette école des astronautes. D'abord en Allemagne, à Cologne, et puis ensuite en Russie, puis ensuite aux États-Unis. Elle s'engage là dans une très très haute et longue formation à la fois théorique et pratique. Et donc, voilà, par des jeux de petites scénettes, on va la découvrir un peu partout, en train de découvrir la Station spatiale internationale, en train de s'entraîner sur les sortes d'armoires qui regroupent les équipements scientifiques. On la voit commencer à piloter le vaisseau Crew Dragon là, qui va la ramener sur Terre à la fin de sa mission. Étudier le russe, évidemment. Il va falloir qu'elle parle anglais, mais elle ne sait pas parler le russe. On va la voir découvrir comme ça. Puis on apprend plein de choses sur le parcours pratique. On la voit partir, par exemple, en Sardaigne, au large de l'Italie. On les immerge comme ça dans des grottes 100% d'humidité, 100% d'obscurité et sans GPS, doivent se repérer d'un point A à un point B. Donc, ils passent du temps. Enfin, ça permet de savoir et de se rendre compte concrètement de l'exigence, en fait, complètement folle que l'on attend d'eux. Donc voilà, on la voit faire ça, on la voit aussi apprivoiser l'impesanteur sur les vols paraboliques à Bordeaux, ça se passe à Bordeaux, à bord des Airbus A310 0G0 Gravité. Donc progressivement, on les lâche pas comme ça dans l'impesanteur, mais on les voit apprivoiser comme ça physiquement les sensations de nausée, de désorientation. On les voit d'abord accrochés à des filets et puis ensuite commencer à agir, en fait, à réparer dans cette atmosphère qui est complètement extraordinaire pour nous. On la voit sur des stages de survie dans le Grand Nord, dans les déserts de glace, des huis clos qui peuvent durer des semaines et des semaines, des stages réellement de survie où il va falloir s'en sortir. Apprendre aussi à vivre ensemble, à vivre avec ses autres collègues astronautes, ça me paraît extrêmement important puisqu'ils vont vivre comme ça les uns avec les autres pendant des semaines et des semaines. On la voit sur la fameuse étape aussi de la centrifugeuse qui va la préparer au décollage et à l'atterrissage, avec des chiffres complètement fous aussi. On nous dit que plaqué sur son siège, l'astronaute supporte jusqu'à 4 fois le poids de son corps au moment du décollage. La tête, qui fait normalement 5 kilos, pèse maintenant 20 kilos, sans compter le poids du casque. Voilà. Il faut aussi, évidemment, se familiariser avec ces sensations inédites. Les stages en piscine, on a reproduit aussi l'espace et donc ils sont équipés de médecins, d'instructeurs, de techniciens et vont passer des heures et des heures au fond de l'eau pour simuler une sortie extravéhiculaire, les incendies, les sensations fortes, la combinaison. Donc tout y passe. On va la voir donc vivre sa mission dans la Station spatiale internationale, revenir sur Terre et aussi répondre à cette mission de transmission. Ils passent dans les écoles pour évidemment expliquer ce qu'ils ont vu, sensibiliser aussi à la protection de la planète puisque ce sont les mieux placés pour voir là où on en est en fait. Et puis des conseils pratiques. Je trouve très complet et très graphiquement joli, très bien réussi. Donc je vous invite à aller découvrir le parcours de Marina, comme tant d'autres, de ces hommes et femmes extraordinaires. Moi, j'ai toute mon admiration pour ces gens qui ont des vies complètement hors normes. Ça s'appelle À l'école des astronautes. Merci Audrey.
Je poursuis avec un album que j'ai beaucoup aimé aussi. Merci pour la découverte, Sophie. Ça s'appelle collection que j'aime bien, effectivement. La Galaxie et toi, découvre l'histoire de l'univers. C'est proposé par Cléa Dieudonné pour les éditions Lagrume. Donc là aussi, une collection assez complète, parce que j'ai vu qu'elle avait proposé aussi la Terre et toi, la Lune, le Soleil. Là, c'est la Galaxie en emprunt, mais vous pouvez aussi découvrir l'ensemble de la collection. Pour la relecture, ça se fait en famille, parce que il me semble que c'est sa sœur, Elsa Dieudonné, qui est agrégée de physique et maître de conférence à l'Université de Dunkerque, qui a relu le livre, qui a proposé une relecture scientifique de l'album. Donc là, je trouve le parti pris assez original, puisque c'est la Voie lactée qui est narratrice, qui va parler d'elle, de sa vie, de son environnement, du soleil, de la terre, des étoiles, de la naissance de l'étoile, de sa vie et alors pas de sa mort, mais de sa mise à la retraite. On ne parle pas de mort de l'étoile, du travail de la gravité, de superamas, de supernova, de supermassif. Il y a beaucoup de super dans cet album. Il y a du vocabulaire. Du mystère du trou noir. Il y a beaucoup de textes au final. On pense, il est assez épais. On pense au départ, au vu des illustrations, qu'on est vraiment sur des choses très très basiques, mais c'est là l'originalité de l'album. Je trouve qu'on a vraiment de belles illustrations assez douces et assez fluo aussi, avec ces éléments spatiaux, ces éléments de l'univers qui sont un peu kawaii. Vous les voyez tous animés, avec des yeux, une bouche, pour les rendre plus sympathiques, plus doux. Et un sujet qui reste hyper technique pour le coup, puisqu'on va avoir quand même beaucoup de chiffres, beaucoup de choses assez précises, du vocabulaire scientifique vraiment à chaque page. Donc on en apprend beaucoup, mais je trouve avec beaucoup de douceur. Il y a une certaine poésie. Je trouvais que d'allier tout ça, c'était assez sympathique. Donc voilà, la Voie lactée qui va expliquer qu'elle est une galaxie, un village d'étoiles, entouré de gaz et de poussière interstellaire. Elle nous explique que sur Terre, on est 8 milliards d'humains. C'est rien à côté du nombre d'étoiles qui la composent, puisqu'elle est faite de 200 milliards d'étoiles. Voilà. J'ai beaucoup aimé la représentation en crêpe, parce que c'est effectivement, nous, de notre Terre, on voit un ruban d'étoiles, parce qu'en fait, on est à l'intérieur de la tranche, donc on a une vision un peu biaisée. Et que finalement, la Voie lactée, c'est vraiment une grande crêpe, quelque chose d'assez en forme de spirale, en fait, et d'assez étalé dans l'atmosphère. Donc on va comprendre en fait avec elle, le fait qu'il y ait un tutoiement aussi, il y a un accès facilité au narrateur, et j'ai trouvé très agréable à feuilleter. Et là c'est pareil, on en apprend beaucoup sur le Big Bang. C'est expliqué très clairement, mais le fait que ça explose, que quand ça s'éloigne ça se refroidit et que ça permet de se compresser, etc. Voilà, je trouve que pour les petits ça permet vraiment d'avoir beaucoup d'informations et puis de jolies plages d'illustrations avec ces ciels étoilés, ce soleil complètement explosif. Je vous invite à aller découvrir cet aspect en fait de la thématique espace. Je trouve que c'est vraiment particulièrement bien réalisé. Je trouve très beau et très lumineux. La lumière des étoiles, là, c'est vraiment super joli. Avec des mots très simples. Donc normalement, c'est accessible. Ça s'appelle La Galaxie et toi. Merci. Je poursuis avec un album complètement différent, mais moi j'aime bien mettre un peu de poésie, donc je suis sortie un peu des documentaires. Ça s'appelle Comment aller sur la Lune. C'est signé Nicolas Chouf et Anna Sender pour les éditions du Père Fouettard. Donc là, c'est complètement différent. On est vraiment dans la narration pure. On suit l'aventure d'un petit Emilio qui passe des vacances chez son grand-père qui vit au cœur de la forêt, un peu menuisier, fabricant de grands rêves, qui aime dîner dehors à la lueur des lanternes. Donc lui, son monde, c'est la forêt, la lune, la nuit. Un soir de pleine lune, il a cette idée géniale de proposer à Emilio d'aller sur la Lune. Voilà, ni plus ni moins que d'un grand projet. Donc, ils s'arment de sacs à dos et partent en balade à travers la forêt jusqu'au lac où ils vont rencontrer la Lune par une belle soirée d'été. J'ai trouvé aussi très beau cet album. Alors là, on est vraiment, donc là, on est de retour dans la nature, la nuit, comme on aime vous les présenter ici, avec un crayonné qui rend, je trouve, un aspect un peu brut, un peu texturé, comme ça. On voit le bois de la forêt, ces nuances de noir, de vert, de gris qui nous font, je trouve, plonger vraiment au cœur de la balade. Et puis, j'ai trouvé très émouvant cette relation très complice entre Emilio et
et son grand-père. Voilà, ça fait partie de ces albums que j'aime appeler Aventure au bout du jardin, où voilà, on met juste un tout petit peu de poésie dans un quotidien, on transforme une balade un petit peu classique en un projet extraordinaire, puisque là, il s'agit quand même d'aller sur la Lune. On voit tout l'émerveillement de ce petit garçon, et puis en même temps la présence complètement rassurante de ce grand-père qui est un peu massif, un peu rassurant à ses côtés. Je vous laisse découvrir comment ils vont réussir, simplement armés d'un sac à dos, à aller sur la Lune. Voilà, il y a beaucoup de tendresse, alors beaucoup de simplicité aussi, mais moi j'aime bien ces albums où juste on se pose et on se laisse embarquer. De très belles illustrations crayonnées, un peu à l'aspect gravure, beaucoup de malice et de poésie dans cet album. Voilà, je vous invite à aller sur la Lune avec Emilio et son grand-père. Ça s'appelle « Comment aller sur la Lune » pour le titre de l'album. Et après la Lune, on va vers les étoiles. Voilà. Le grand livre pour observer les étoiles. Je reviens du pratico-pratique avec cet outil. C'est proposé par Gallimard Jeunesse qui va vous proposer ici un ouvrage pas à pas, un guide pratique pour s'initier, pour s'entraîner, pour aller observer les étoiles. Un guide de lecture du ciel en fait. Donc il comporte 32 cartes du ciel nocturne. Donc des cartes, des schémas, de vraies photos. On a vraiment pas mal de choses. Il est vraiment très très bien fait. Vous avez même une petite carte, une carte pratique ronde en fait, où vous allez pouvoir découvrir autour de l'étoile polaire comment s'organisent les différentes constellations. Alors, certaines qu'on connaît, la Grande Ourse, la Petite Ourse, bon, celles-là elles sont un peu plus classiques. Il y en a plein d'autres. Alors peut-être qu'ils sont plus difficiles à voir parce qu'elles sont moins connues. Donc là, on va vous expliquer donc sur un pas à pas comment lire le ciel, tout simplement. Donc 4 routes célestes qui sont visibles donc au fil des saisons. La route numéro 1, il me semble que c'est celle que l'on peut voir en ce moment, c'est la route du printemps, il l'appelle la route du printemps. La route 2 pour l'hiver, la route 3 pour l'automne, la route 4 pour l'été qui arrive. Donc voilà, je trouvais intéressant de vous proposer un ouvrage que vous allez pouvoir lire en vacances ou même dans le jardin cet été pour voilà, passer un moment avec vos enfants et apprendre à observer les étoiles. Donc vous commencez par quelques informations un peu générales, on va vous expliquer comment est fait le ciel, enfin voilà des choses un petit peu globales sur la thématique, ce que c'est qu'une étoile, ce que c'est qu'une constellation, un astérisme, on va apprendre des mots, ce que c'est que la sphère céleste et le mouvement des étoiles. On va vous expliquer qu'il va falloir éviter les nuits par exemple de pleine lune, je ne le savais pas moi, qui éclaire un peu trop le ciel. Qu'il va falloir une nuit sombre mais un temps clair et s'éloigner aussi un peu des villes puisque la pollution lumineuse des villes vient aussi perturber l'observation. On peut utiliser des outils, des jumelles, un télescope, mais on peut aussi facilement observer à l'œil nu. Mais il suffit de reconnaître les étoiles. Donc c'est l'objet de cet ouvrage. Pour la route numéro 1 par exemple, un premier voyage céleste qui part du Grand Chariot jusqu'à la constellation du Lion. Donc vous avez différentes étapes. À chaque fois, on va les reprendre pour être sûr qu'on en a bien repéré. On va nommer les étoiles et on va vous expliquer de quelle façon elles sont reliées et pourquoi on a choisi... alors, il y a des millénaires, c'est un geste millénaire que de lever la tête vers le ciel, puisqu'à l'origine, on était là pour proposer des repères aux gens sur la mer, par exemple, qui n'en avaient pas. Donc, ça fait très, très longtemps qu'on a nommé ces constellations qui prennent souvent leur nom, leurs origines dans la mythologie. Donc, vous allez voir... Vous avez toutes ces explications-là. Le nom des étoiles. Ce que j'ai beaucoup aimé aussi, c'est les silhouettes en filigrane, par exemple de la Grande Ourse, voir comment est l'ours, parce que c'est vrai que quand on l'a repéré dans le ciel, on s'y met. Pourquoi ce nom, en fait, c'est pas si évident. Et en fait, si, c'est la queue de l'ours et chacune de ses pattes, et on va jusqu'au cou. Pour la dernière étoile, on va parler d'étoiles doubles, d'étoiles qui se rapprochent. Ce sont les étoiles les plus brillantes qui vont donc former chaque point de la constellation. On vous explique par exemple que la Grande Ourse, c'est la 3e plus grande constellation du ciel nocturne, que le Grand Chariot en fait partie, en marquant le corps et la queue de l'animal. Donc tout ça est dessiné, tout ça est nommé. Je trouve que c'est très ludique et que c'est très clair. En fait, on n'est pas du tout perdu, on comprend bien. Et donc, étape après étape, on reprend la constellation et par rapport à la première, on va situer une nouvelle étoile pour former une autre, quoi. La cartographie. Donc vous allez réussir à redessiner comme ça une cartographie, le bouvier, la petite ours, les chiens de chasse. Vous allez en découvrir vraiment énormément sur les étoiles.
Je trouve que il fallait proposer un outil comme ça parce que c'est pas toujours facile quand même, même si on en a très envie. Souvent, on regarde le ciel et on a des difficultés à les retrouver. Donc là, ce sera l'occasion de s'y mettre. Vous avez même des photos pour vous entraîner en fin d'ouvrage, il me semble. C'est un album qu'on peut vraiment feuilleter du coup toute l'année. Et en apprendre encore sur les étoiles pour le coup et la façon dont elles s'agencent en fait et qu'elles tournent aussi en mouvement au fil de la journée. Les différentes phases de la Lune, évidemment. Et sur la Voie lactée, vous aurez aussi un encart avec un glossaire. Comme il y a souvent aussi dans les documentaires sur l'espace. Je vous invite à aller feuilleter ces ouvrages qu'il faut avoir un peu à la maison pour pouvoir le ressortir, ou alors en tout cas préparer une véritable expédition nocturne. Ça s'appelle « Le grand livre pour observer les étoiles » et c'est signé Gallimard Jeunesse. Je termine, Sophie, avec un roman graphique, une BD que j'ai vraiment trouvé super, mais qui m'a beaucoup émue. Je ne connaissais pas. Ça s'appelle Les Cosmonautes chez Elle est récente, Jungle. Je pense. Fin d'année dernière ou quelque chose comme ça, il me semble. Je n'ai plus la date comme ça, mais oui, 2025. Ouais. Étienne Perron au dessin et à la colorisation, Nicolas Barry et Nina Phillips au scénario. Et vous avez même Nina Goerne qui interprète quelques musiques qui accompagnent l'ouvrage que vous pouvez retrouver grâce à un QR code, il me semble, en fin d'ouvrage, ou en tout cas on vous donne l'adresse, j'ai retrouvé assez facilement sur les plateformes, des QR codes sur les plateformes d'écoute pour accompagner la lecture de ce très très bel ouvrage. Ici, on suit l'aventure de 3 jeunes. Le narrateur, il s'appelle Bastien. Il va nous raconter sa vie, son quotidien avec Alphonse et Iris, avec qui il est à l'école, au collège, je pense. Je ne sais plus quel âge ils ont. Je pense que c'est un début de collège. Lui, il est dans un projet de conquête, alors pas de spatial au début de l'histoire, mais de conquête amoureuse, qui est très très amoureux d'Iris, qui malheureusement a l'air dans un premier temps un peu plus intéressé par notre petit Alphonse. Donc voilà, il tient un journal de bord et il essaie de trouver des stratégies, des façons de se rapprocher d'Iris, de convoiter Iris. Donc voilà, ce petit garçon-là, Alphonse, qui tourne un peu autour d'elle, l'embête un peu, il fait un peu obstacle à tous ses projets, et puis Alphonse va être hospitalisé un jour. Et puis quand il revient, tous ses efforts tombent à l'eau, notre pauvre patient, parce que c'est l'heure des retrouvailles entre Iris et Alphonse, donc sur le moment c'est compliqué. Sauf que Alphonse sort de l'hôpital avec un projet, il a eu le temps pour se distraire pendant son hospitalisation, de construire un projet de construction de fusée. Sauf que pour ce projet, il faut intégrer à l'équipe un directeur technique qui va être donc Bastien, qui a des facilités en maths et en physique, donc il l'intègre dans l'équipe. Et donc tous les 3, ils vont se lancer dans cette aventure de construction de cette fusée. Alors un truc hyper sérieux. Donc on va aller voir, dessiner le projet, essayer de le construire, discuter de l'ensemble des aspects. Et ça se passe sur des semaines, des mois, et donc Alphonse va être de nouveau hospitalisé, donc on pressent quelque chose d'assez grave. Et il va continuer à distance. Ils sont vraiment hyper déterminés. C'est ce qui m'a aussi beaucoup touchée. Je les trouve vraiment plein de belles valeurs, ces jeunes-là, à la fois déterminés, très curieux. Et très solidaire aussi, parce que Alphonse est à l'hôpital, mais il suit tout à distance, tout est organisé pour qu'il puisse suivre le projet. Il y a une belle aussi présence des adultes, je trouve, qui sont pas dans le projet, qui les laissent bosser, mais qui sont quand même qui vont pouvoir intervenir quand il va y avoir il y a des petites bêtises, puis il y a des grosses bêtises. Il y a une belle distance aussi, une belle présence, une belle intervention des adultes, mais c'est vraiment centré sur l'aventure humaine de ces 3 jeunes qui sont en tout cas déterminés à rêver, qui ont osé y croire en fait, et qui vont réussir à monter quelque chose d'assez fantastique. C'est Alphonse qui va piloter cette fusée et s'envoler vers les étoiles. Je vous laisse découvrir les détails du projet et les détails du dénouement. Mais j'ai vraiment adhéré à cette histoire, des personnages très attachants, tous les 3, un très joli projet.
Et comme le dit Arnaud Prost, j'espère que Arnaud Prost, c'est ça, astronaute réserviste qui fait la préface, qui dit que c'est pas toujours l'important, l'objectif final, mais qu'en tout cas c'est le projet, c'est le chemin qu'on va prendre pour y arriver, c'est en tout cas d'avoir un jour osé rêver, d'y avoir cru. Et puis, il faut toujours viser la Lune, comme dit un certain Oscar Wilde, car même en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles, c'est le cas. Et ça va faire naître en plus de belles vocations pour l'un de ces jeunes. Voilà, donc je trouve que tout ça mis en jeu pour y arriver, que ce soit l'écoute, le courage, l'adaptabilité, la curiosité, je trouve que c'est un bel ouvrage à mettre entre les mains de nos jeunes. Voilà. Et de très belles illustrations numériques, on dirait presque un film d'animation. Une très belle colorisation, je trouve. Un très beau travail de mise en couleur tout au long de cet ouvrage qui est assez épais quand même, qui se lit rapidement. Hein, qui se lit bien, mais... Une très belle histoire d'amitié et de résilience. C'est vraiment plein d'émotions et plein de poésie aussi. Ça s'appelle Les cosmonautes chez Jungle. Ouais, je confirme, j'avais beaucoup aimé aussi cette histoire que j'ai trouvée très belle. Merci Audrey pour cette sélection. Ce sont en partie des livres que vous pouvez retrouver sur le réseau des médiathèques. Je pense que le grand livre pour observer les étoiles va rejoindre les collections prochainement, mais pour l'instant, il n'est pas sur le réseau, mais les autres y sont. Je termine avec quelques actualités de la littérature jeunesse. Je commence par la clôture d'un événement de l'année. Donc, le lauréat du prix Ado d'Ille-et-Vilaine 2025-2026 a été annoncé il y a quelques jours. Donc, c'est Christophe Guillemot pour son roman Les recrues, 2 espions à New York. Il y a eu une journée spéciale le 28 mai, justement, autour de la sélection avec des rencontres diverses et variées. Mais je ne vous en dis pas plus parce qu'on se retrouvera dans quelques émissions dans quelques semaines avec les collégiens justement qui viendront vous parler de cette rencontre et puis de la sélection de cette année. Sinon, un atelier Liporello avec André Prigent se tiendra à la bibliothèque de Sainte-Anne-sur-Vilaine. Ce sera le mercredi 24 juin à 15h. N'hésitez pas à les contacter si ça vous intéresse. Et puis une rencontre dédicace avec Thomas Le Petit Corps, auteur de la BD Tia et le monde enfoui et de sa toute dernière BD du coup Lila et l'usine des sales gosses. Ça se passera jeudi 18 juin à 17h à la médiathèque d'Aller près de Redon. Donc pareil, n'hésitez pas à les contacter si vous souhaitez y participer. L'émission se termine et c'est la dernière de la saison avec Audrey. Merci à toi pour ces chouettes sélections cette année. Merci Sophie, plaisir partagé. Vous pouvez retrouver les podcasts des émissions et des chroniques hebdomadaires sur le site et les réseaux sociaux de Radio Laser. On se retrouve toutes les deux à la rentrée pour vous partager plein de nouvelles idées de lecture. Moi, je vous dis à très bientôt pour la dernière de Et nous liserons jeunesse, comme je vous le disais, avec les jeunes du Collège Noël du Fail qui viendront pour parler du prix Ado d'Ille-et-Vilaine. En attendant, je vous souhaite de belles lectures. À bientôt. À bientôt.